Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un vlog mais pour une vidéo hors série et donc c'est une foire aux questions. Je vous ai demandé la semaine dernière, alors pour vous il y a 2 semaines il me semble, de me poser vos questions avec 3 catégories, 3 grosses catégories on va dire, perso, pro et tricot, tricot, passion, crochet, etc. Vous avez été quelques-unes à oser me poser des questions et je vous en remercie. Je vais y répondre ici, tout de suite maintenant, dans cette vidéo, en essayant d'être pas trop brouillon, de pas trop m'éparpiller, mais en même temps c'est une vidéo hors série et c'est une vidéo blabla. donc pour celles qui n'aiment pas le blabla, passez votre chemin et puis revenez la semaine prochaine, ce sera un vlog comme d'habitude. Voilà, on va commencer tout de suite avec les questions concernant le perso. Voilà, donc c'est la catégorie perso et je vais répondre au mieux à vos questions sans rentrer trop dans les détails non plus quand ça devient gênant, si ça devient gênant. Voilà. Alors pour ça, j'ai noté sur mon petit carnet vos questions, comme ça je ne perds pas le fil. Et donc on commence avec la première question qui est « Où vis-tu » Alors je le dis régulièrement, je vis en Charente-Maritime dans le 17. Certaines me disent encore que j'habite dans les Hauts-de-France, là où il y a tous les salons et tout ça. Non. J'aimerais bien, alors pas forcément habiter là-bas, enfin en même temps je ne connais pas du tout la région, je suppose que c'est très beau, mais non, j'habite pas du tout là-bas. La Charente-Maritime, c'est au bord de l'océan Atlantique. On est vraiment à l'ouest et au milieu. Vous coupez la France en deux, on est au milieu. Voilà, on est au-dessus de Bordeaux, hein, on est à 1h30 de Bordeaux. En gros, c'est ça, quoi. Donc, par chez nous, niveau salon créatif, il n'y a pas grand-chose. Et les nœuds, il n'y a rien. Voilà, pour faire simple. Donc bon, on y reviendra tout à l'heure puisque j'ai une question en rapport avec les salons. Mais en tout cas, voilà, j'habite en Charente-Maritime. Vous dire où exactement, bon, bah, pour les plus curieux, c'est pas très compliqué à trouver. Mais j'habite en gros entre La Rochelle et Niort. Voilà. On m'a posé la question également de habites-tu dans une grande ville? Eh bien non, pas du tout. J'habite dans un village. Je ne suis pas du tout dans une grande ville, je suis entre 2 villes suffisamment connues, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais moi, j'habite pas du tout dans une grande ville. Je dis je, non pas je, on souhaitait avec mon conjoint habiter à la campagne puisqu'on a grandi tous les deux à la campagne, alors pas du tout dans le même coin de la France. Moi à la base, petite anecdote qui va peut-être en faire rire quelques-unes, je suis originaire de la Basse-Normandie. Je suis arrivée en Charente-Maritime, j'avais 8 ans et donc moi quand j'étais petite j'habitais à Camembert. Voilà, oui c'est un nom de village qui existe, en rapport avec le fromage, oui tout à fait. Mais pour vous dire, voilà, j'ai vraiment grandi dans la Cambrousse, quoi. Hein. Et donc avec mon conjoint, même si on a fait nos études dans des grandes villes, on avait envie de se retrouver à la campagne. Et puis il faut savoir aussi que du côté de La Rochelle, les loyers sont très cher, quoi, enfin voilà. Et donc c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir une maison, et on se voyait une maison à La Rochelle ou vraiment très proche de La Rochelle, et on se sentait pas de rester habité en appartement, surtout dès l'instant où on a un enfant en fait. Voilà, nous on s'est dit qu'on avait envie de le voir faire ses premiers pas dans la pelouse, enfin vous voyez, ce genre de choses, quoi. Donc non, je n'habite pas du tout dans une grande ville.
Ensuite, quel âge as-tu? Et c'est quand ton anniversaire? Eh bien, j'ai 31 ans, je vais en avoir 32 le 14 août. Je vous le dis régulièrement, je suis un lion. Je suis née donc en été et pourtant j'ai horreur de cette saison. Vraiment, l'été, ça, moi, j'aime bien les mi-saisons, genre printemps, automne. Après, j'aime pas avoir trop chaud, j'aime pas avoir trop froid. Mais voilà, l'entre-deux me va plutôt bien. Bon, ben, je suis née en plein été. Voilà, on choisit pas, hein. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs que à la Saint-Valentin, j'ai ma mi-année. Voilà, j'ai eu 31 ans et demi le 14 février. Bon, ça c'était juste pour la blague. Ensuite, es-tu mariée et comment vous êtes-vous rencontrés? Non, je ne suis pas mariée, je suis pacsée avec mon conjoint. On s'est pacsé juste avant que je tombe enceinte. Voilà, on essayait d'avoir un enfant et puis voilà, on s'est pacsé, il me semble, au mois d'avril. Et alors moi j'ai appris tard, voilà, je suis déjà en train de tergiverser, mais j'ai appris tard que j'étais enceinte. J'ai appris ça à 3 mois de grossesse. Entre deux, on est parti en voyage en Islande. J'ai fait des trucs, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, enfin des trucs que je n'aurais pas fait si j'avais su que j'étais déjà enceinte. Bon ben voilà, je l'ai fait. C'est peut-être aussi pour ça que mon fils voilà, il a la patate et tout quoi. Voilà, ça aussi c'est pour la blague, décidément. Et donc non, on s'est pacsé. Donc on s'est pacsé que tous les deux, comme ça, à la mairie. Le maire était notre voisin en plus à l'époque. Enfin voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. Et puis par contre, on a fait une fête plus tard, au mois d'août, avec nos familles pour fêter le Pâques. Donc c'était comme un petit mariage, quoi. Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, je vais garder la plupart des... comment dire? Des réponses à cette question pour moi. Mais on s'est rencontrés lors de nos études à La Rochelle. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui savent, savent. Voilà pour les questions perso. Il y a peut-être des questions dans le pro ou dans le tricot qui reviendront un peu sur du perso, mais en tout cas pour cette catégorie, c'était les questions que vous avez osé me poser. En ce qui concerne le pro, pour mon activité de couturière, vous avez demandé où est-ce que j'exerce mon activité? Eh bien, j'exerce mon activité chez moi. C'est-à-dire que lorsqu'on a visité la maison, à l'époque, je ne faisais pas du tout ce métier-là. J'étais dans une autre branche et puis on en reparlera tout à l'heure, puisqu'il y en a une qui m'a posé la question. Et j'avais déjà un peu ce truc de me dire un jour, je me mettrai à mon compte. Voilà. Et quand on a visité cette maison, il y a une sorte de dépendance dans la maison, donc là où je me trouve à l'heure actuelle, qui est devenu mon atelier, qui permet d'accueillir des personnes extérieures sans qu'elles aient à rentrer dans la maison, et pourtant c'est attenant à la maison. Bon, voilà, je sais pas si vous comprenez, enfin si vous imagez en tout cas, mais c'est vraiment ça. Et quand on a visité, je me suis dit, bah ici, spoiler pour la suite, j'en ferai mon salon d'esthétique et à la base je voulais me consacrer aux futures mamans et à l'accueil d'un nouveau-né, voilà, enfin faire des soins pour un nouveau-né avec sa maman, etc. Bref. Et donc je m'étais dit ce serait parfait puisqu'à la base ici c'était une chambre d'amis pour la personne qui habitait là, c'était une chambre d'amis. Et attenant, il y a une salle de bain, donc pour faire un salon d'esthétique, c'était juste l'idéal, quoi. Il y avait l'arrivée d'eau, il y avait tout. Et donc voilà, et puis chemin faisant, tout a changé. Et puis un jour, mon conjoint m'a dit, eh bien écoute, cette pièce, nous on en avait fait une chambre d'amis en attendant que ça devienne autre chose. Cette pièce, elle est dispo quand tu veux. Tu installes ta pièce de couture ou ton atelier couture ici et puis on
transvase la chambre d'amis dans ta pièce de couture qui se trouve dans la maison, donc qui se trouvait dans la maison, puisque lui, il a son bar billard et moi, j'avais ma pièce de couture, même quand c'était pas mon métier. Et donc voilà, quand je me suis décidée à lancer mon activité, ça s'est fait tout naturellement à la maison, puisque le risque est minimisé. J'ai envie de dire, je donne pas un loyer exprès pour mon activité. Et puis ça me laisse plus de possibilités et de flexibilité, j'ai envie de dire, par rapport à l'emplacement. Donc, en tout cas, du fait que je travaille à la maison, quoi. Voilà pour cette question. Ensuite, on me pose la question, est-ce que tu es tentée par la création de patrons couture et ou tricot? Ça, je l'ai mis dans la catégorie pro, puisque si on parle de couture, c'est plus du pro. Non, pas du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout dans mes souhaits. J'ai eu envie de me pencher sur les patrons couture, mais c'est un métier à part en fait. C'est du modélisme dans le cadre du vestimentaire. Et alors, j'adore la géométrie. Et ça fait partie aussi, voilà, pour patronner, hein. Mais non, j'ai pas assez de compétences pour me lancer là-dedans. Et puis se lancer dans des patrons de couture, ça veut aussi dire ensuite mettre en format PDF, faire les échelonnages de taille. Enfin, c'est encore autre chose en fait que de faire de la couture, hein. Donc non, franchement, c'est pas quelque chose où j'ai envie d'y consacrer du temps. Après, pourquoi pas par la suite vous proposer, mais j'en sais rien pour l'instant. Enfin, je vous dis, tout est tellement nouveau là, de regrouper, enfin de lier en fait la couture et le tricot. C'est tellement nouveau que j'ai encore un peu de mal à me dire où est-ce que j'en serai dans quelques mois. Vous voyez, j'en sais rien quoi. mais certaines m'ont demandé si j'allais mettre mes patrons de sac à projet en ligne en fait, en format PDF pour celles qui font de la couture. Pour l'instant non, mon but c'est vraiment de vous les proposer moi en tant que couturière, mais voilà, peut-être que me prendra l'envie, mais ce sera des choses très simples et je suis pas sûre de vous les proposer en PDF. En tout cas, ce sera à vous de tracer les patrons si je le fais, parce que moi, l'informatique, j'y connais rien, mais vraiment rien. C'est pas mon truc et j'ai pas envie de m'y intéresser, vous voyez. Il y a ça aussi, il y a deux choses. Le fait que ce soit pas ton truc et que t'aies pas envie de t'y intéresser. Bon, bah voilà, ça ferme des portes. Donc pour l'instant, non. Et les patrons de tricot, moi, je suis admirative de celles qui en font. N'oublions pas que je suis débutante en tricot. J'ai pas encore la logique de ce que ça va donner, par exemple, sur un point de dentelle. Et puis le tricot, quand on fait un patron de tricot ou un tuto, c'est des calculs. Et alors autant j'aime la géométrie, mais alors la mathématique, calcul, non, pas du tout. C'est pas mon truc non plus. Et ça ne m'intéresse pas. Donc je laisse ça à celles et ceux qui savent très bien le faire. On m'a demandé quel métier faisais-tu avant de lancer ton entreprise? Alors, pour reprendre les choses vraiment à la base de la base, après mon bac économique et social, je suis partie à Bordeaux faire des études de langue. Oui. Alors, on va pas dire que j'ai fait une fac de langue, on va dire que j'étais inscrite à la fac. Parce que quand on voit mon niveau d'anglais et mon niveau d'allemand, voilà, vous comprendrez que j'y suis restée 2 ans, mais j'ai pas beaucoup vu la fac. Voilà. Autrement dit, ça me correspondait pas du tout. Et donc, un jour, j'ai dit à mes parents, voilà, j'avais pour but d'être commerciale ou guide touristique, d'où le fait d'avoir pris cette branche pour les langues. Et puis c'est aussi parce que moi, au lycée, on m'a dit, en fait, t'es capable, quoi, tu vois, t'es capable d'aller en fac. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que plus tard que... Mais j'ai énormément appris, voilà, de cette expérience, donc... aucun souci. Je me suis dit, voilà, à l'époque, j'avais deux passions, c'était les langues étrangères et l'esthétique. Et puis, au bout de 1 an et demi, puisque c'était en janvier, je suis arrivée, je rentrais chez mes parents, puis j'ai dit, là, c'est plus possible.
j'ai envie, je me suis renseignée et il y a une école d'esthétique pas loin d'ici et donc je veux faire un BTS esthétique pour être commerciale dans l'esthétique. Vous voyez le cheminement? Bah ouais, j'ai deux passions. Il y en a un où ça me correspond pas, bah du coup je vais vers l'autre quoi. Donc là, 21 ans, je retourne chez mes parents. Et donc, je me lance dans l'esthétique et en parallèle, donc en BTS esthétique, je passe mon CAP esthétique au bout d'un an. Et puis mon BT, donc je l'ai, et mon BTS esthétique la deuxième année. Et en parallèle, je travaillais en tant que caissière, enfin hôtesse de caisse. Mais bon, appelons un chat, enfin pour moi, il n'y a pas de honte, quoi, c'est un travail, hein, voilà. Donc j'étais hôtesse de caisse et voilà, pour payer une partie de mes études et puis pour me faire un peu d'argent quoi, mine de rien, vous voyez. Et j'ai eu mon BTS esthétique et puis après mon BTS esthétique se pose la question de qu'est-ce que tu fais? Et puis je me suis dit, j'ai eu la connaissance d'une formation à Paris, un titre RNCP, pour avoir ce titre en fait qui, comment dire, c'est un titre de formateur animateur marque de luxe. Donc c'est sur un an, on part à Paris, on travaille la moitié de la semaine dans une entreprise et l'autre moitié on est au centre de formation et on termine avec un titre RNCP reconnu des entreprises mais pas de l'État, il y a un truc comme ça, bon bref ça a peut-être changé depuis. Et donc moi je travaillais pour la marque NARS, donc c'est une marque de maquillage qui se répand un peu plus que à l'époque où, je sais pas, il y a combien d'années, 8 ou 9 ans. Et donc je suis partie à Paris sur cette année-là. J'ai eu mon titre RNCP et puis après s'est posé la question de... Donc j'étais déjà avec mon conjoint. S'est posé la question de est-ce que je reste à Paris ou je rentre. Lui était encore en école à La Rochelle et donc en plus j'étais à Paris sur l'année où il faisait pas bon y être. Donc voilà, je suis rentrée et puis ensuite j'ai été conseillère en parfumerie pendant quelques années, puis ensuite j'ai été conseillère en parapharmacie et puis après j'ai eu un poste de responsable adjointe en parfumerie et ça s'est terminé comme ça. Puisqu'ensuite, pour vous raconter un peu la bascule entre l'esthétique et la couture, entre-temps, je suis devenue maman, je me suis mise à la couture lors de ma grossesse, puisque la première chose que j'ai cousue, c'est une gigoteuse matelassée, donc doublée matelassée avec une grande fermeture éclair de 60 cm. Enfin, je me suis lancée dans un truc... Mais voilà, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir cousu ça pour mon bébé. Et donc j'ai commencé vraiment la couture avec ce projet-là parce que j'avais envie de coudre ça quoi et pas de coudre des cotons démaquillants. Voilà, donc j'ai commencé par ça, je suis en train de partir, mais bon bref c'est quand même important de le savoir. Donc j'ai commencé et puis quand mon fils a eu 3 ans, je sais pas, enfin si je sais mais je peux pas tout raconter ici. Bref j'ai eu un ras-le-bol donc j'étais responsable adjointe en parfumerie. J'ai eu un ras-le-bol, une baisse de morale. Je rentrais du travail, mon fils était déjà au lit. Je partais au travail, il était encore au lit. Enfin bon voilà, il y avait la nounou qui le gardait beaucoup et tout ça. Enfin j'avais pas le sentiment d'en profiter énormément. Il y a eu ça, il y a eu plein d'autres choses. Et puis là en fait j'ai fait un burn-out hein, tout simplement. J'ai eu du mal à me faire à cette idée, mais il s'avère que c'était ça. Donc moi au début je me disais mais non ça va aller. Je suis en arrêt 2 semaines et puis voilà, bon bah non, clairement pas. Et puis là, en fait, dans cette période où ça allait pas bien, je rentrais du travail et puis j'étais capable de m'enfermer dans ma pièce de couture jusqu'à des minuit, 1h du mat, parce que vraiment c'était mon échappatoire quoi.
Et c'est ce qui me faisait du bien. Et puis mon conjoint me dit, écoute, t'aimes tellement la couture et je te vois tellement t'épanouir là-dedans, pourquoi tu profiterais pas de ce que t'as sur ton compte CPF pour suivre une formation de couture, et puis comme ça, bah voilà, ça te donne un but, quoi. Donc on n'était pas encore sur le projet de lancer mon activité. Je me suis renseignée, j'ai fait des recherches et j'ai décidé de passer Donc, j'ai décidé de m'inscrire à une formation qui s'appelle la formation Rêve à soi avec Christine, je ne sais plus comment, désolée. Donc c'est une formation sur 1 an en distanciel avec un suivi de professeur attitré en fait, qui commence en septembre, qui se termine en avril-mai, et puis on passe le CAP puisque quand on s'inscrit avec son compte CPF, on a pour obligation par contre de se présenter au CAP diplômant finalement. Donc donc j'ai suivi toute cette formation. Entre-temps, il m'est arrivé un événement dans ma vie, j'ai perdu ma maman, donc voilà, ce qui fait que du coup j'ai vraiment quitté mon travail puisque là c'était la pente descendante, et donc je me suis mise encore plus à la couture. Et j'ai passé mon CAP au mois de mai qui suivait, et puis je l'ai eu avec brio, quoi, presque 18 de moyenne, 17 et quelques. Donc moi je me suis dit, bah, en fait à la base je le faisais pour moi, et puis c'est vrai que quand j'ai vraiment quitté mon travail de responsable adjointe, bah là c'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire après, quoi, parce que j'ai besoin d'un but en fait dans ma vie, et sans ça j'ai le sentiment de servir à rien, pour faire simple. Mais ça me regarde moi et que moi. Enfin, aucun jugement sur les personnes qui font différemment, bien au contraire, dès l'instant où on est épanoui, je suis ravie pour toutes ces personnes, quoi. Et donc, revenons-en à nos moutons. Donc j'ai eu mon CAP, mais moi j'étais comme une gamine en fait, hein, quand j'ai passé mon CAP couture, parce que mine de rien, c'est sur 3 jours, c'était sur 3 jours pour moi, parce que je vous le rappelle, j'ai déjà eu un CAP, donc j'ai déjà validé des matières que je n'ai pas à revalider, même si c'est un autre CAP, voilà. Donc là j'avais vraiment uniquement ce qui était en rapport avec la couture à passer, donc sur 3 jours. Une épreuve écrite de 4 heures qui est sur l'histoire de la mode. Donc c'est un CAP MMVF, ça s'appelle. Donc c'est un CAP mode et métier de la mode et vêtements flous. Et donc c'est sur l'histoire de la mode, on a un tracé de patron, enfin en tout cas un patron à modifier. Il y a l'histoire aussi du textile, des fibres, des fils, enfin voilà, il y a quand même un gros boulot théorique, hein, sur cette année de préparation au CAP couture, mais c'est tellement intéressant, on apprend plein de choses. Et ensuite, sur 2 jours, nous avons la pratique. Et donc là, la pratique, on part de rien, c'est-à-dire qu'on part d'un bout de tissu avec un patron qui n'est pas un patron comme on trouve dans les magazines ou les patrons PDF, etc. Ce sont des patrons professionnels avec des sigles en fait, hein. Je vous mets un peu ici si j'arrive à retrouver. Donc tout ça s'apprend. Et donc on a 2 jours pour réaliser un projet. D'ailleurs ça me fait penser que je ne suis pas retournée le chercher, on pouvait retourner chercher. Bon. J'ai sûrement une photo, je suis pas sûre de pouvoir vous la retrouver. Au cas où, si je retrouve la photo, moi c'était un chemisier style kimono revisité dans un tissu magnifique fleuri, avec des petites nouettes, une parmenture, un volant en bas et un volant au niveau des manches. Enfin voilà, sur 2 jours, on est bien, quoi. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est 14 heures d'épreuve au total pour la partie pratique. Et puis ensuite, tu rentres chez toi et puis tu attends que le jury délibère, quoi. Donc je sais plus, 1 ou 2 semaines après, on a eu les résultats parce qu'on était dans les premières à passer. Donc fallait pas qu'il y ait de fuite et tout ça. Je me rappelle avoir été contactée par Messenger
par des nanas d'autres régions pour me dire mais dis-moi sur quoi t'es tombée, est-ce que t'as les photos des épreuves et tout ça. Je dis, ben non en fait, c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Mais j'ai été surprise que des filles arrivent à me retrouver, bon bref, la magie d'internet. Et donc voilà, j'ai fait cette école là que je recommande à 100% parce que franchement alors oui, j'étais stressée pour passer mon CAP, mais j'étais ultra bien préparée. En même temps, je me suis donnée aussi à fond hein, pour suivre cette formation complètement, quoi, sérieusement, pardon, je cherche mes mots. Et donc voilà. Et à partir du moment où j'ai su que j'avais mon CAP, là, mon conjoint m'a dit arrête de te poser des questions. Cette pièce où tu devais faire ton salon d'esthétique, eh bien, vu que franchement j'en étais dégoûtée de l'esthétique, et je voulais même plus en entendre parler. J'ai été des mois et des mois sans retoucher un produit de beauté, enfin vraiment. Hein. Il m'a dit fais-en ton atelier couture et puis tu verras. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Donc je me suis lancée comme ça. Alors comme ça. Vous voyez, ça c'était au mois de mai, donc ensuite il y a eu les vacances qui sont passées d'été, et puis en septembre j'ai commencé à bosser sur le sujet, quoi, parce que ça voulait dire refaire un peu cette pièce pour que ça se soit accueillant, que ça me plaise, que c'était encore dans le jus de quand on a acheté la maison, hein, finalement, c'est-à-dire que les murs là étaient orange et jaune, enfin voilà. Bref, c'était pas à mon goût. Donc il a fallu refaire ça, il a fallu trouver un nom à mon entreprise, il a fallu créer le logo, il a fallu monter les dossiers pour créer son entreprise, bien que ce soit pas ultra compliqué, mais quand même ça demande réflexion. J'ai suivi aussi des formations pour devenir auto-entrepreneur. Alors il faut savoir que pour être couturière à son compte, on n'a pas besoin de diplôme. Voilà. Moi, je sais que jamais je n'aurais pu me lancer en tant que couturière et proposer des articles à la vente ou des retouches sans avoir de diplôme parce que je me serais pas sentie légitime. Mais encore une fois, c'est moi et c'est que mon avis, quoi. Donc il a fallu du temps pour tout ça, pour être aux normes, enfin voilà, faire les choses bien en fait, et puis se poser les bonnes questions. Et ensuite faire sa pub et se lancer. Et donc là, on en arrive à une autre question. Depuis quand et comment as-tu trouvé ta clientèle? Donc au 1er avril, donc là, mon entreprise a fêté ses 1 an. Le 1er avril, il y a quelques jours, puisqu'on est le 11. Au 1er avril, j'ai ouvert mon atelier aux personnes. Et comment j'ai fait ma clientèle? Eh bien, je suis passée par Facebook, je suis allée à la mairie, j'ai demandé à être dans le petit journal. Enfin, au début, en fait, tu mises petit. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma décision de miser petit pour pouvoir, voilà, pas me mettre trop la pression à me dire il faut que je touche plein de monde. Non, je savais que ça allait prendre du temps pour se faire connaître, pour avoir des bons retours. Enfin, des retours en tout cas, et ensuite le bouche à oreille, etc. Donc, mollo gadgetto. J'ai fait les choses comme ça, je me suis déplacée à la mairie, j'ai demandé à être dans le petit journal, j'ai déposé des cartes de visite, des flyers, j'ai fait les tournées autour de chez moi, j'en ai parlé à l'école, enfin voilà, en fait, aux personnes que je connais, en espérant que ça fasse son travail. Et puis est arrivée ma première cliente, et ainsi de suite. Et puis, j'ai mis une pancarte devant ma maison. Enfin, en fait, c'est des choses toutes simple, mais en fait il faut y penser à tout ça en amont. Et puis comme ça s'est fait, voilà. Donc je savais très bien que pour me faire connaître, il fallait pas que je me lance, enfin en tout cas moi, hein, encore une fois, enfin c'est un peu particulier, mais je parle de moi et de mon expérience. Si vous êtes dans le même cas et que vous avez fait différemment, très bien, c'était pas mon choix, voilà. Je savais que moi, ce que j'aimais, c'était la création, mais que pour me faire connaître, au vu du fait que j'habite dans un petit village, il fallait que je propose des services, puisqu'en fait acheter quelque chose de fait main, c'est un luxe et c'est une envie et un coup de cœur, alors que de la retouche, c'est un besoin.
Voilà. Et donc pour moi, il fallait que j'ai une entreprise mixte, donc proposer à la fois des articles à la vente, mais aussi des prestations avec la retouche pour commencer à me faire connaître. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis encore dans ce truc de l'entreprise mixte. La retouche, c'est pas ce qui me passionne, par contre je sais faire, donc je propose mes services, ça m'apporte de la clientèle aussi, et depuis peu, j'ai lancé ma chaîne YouTube et vous m'avez fait confiance pour vous réaliser des sacs à projet, et donc là je suis en train de basculer vers plus de la création et c'est ce qui me plaît énormément, et en même temps j'ai mes clients encore retouches, même vous voyez ce mois-ci j'ai dit que je ne faisais pas de retouches parce que je me consacre à la création et qu'en plus on part en vacances, enfin bon bref voilà, et j'ai quand même des gens qui viennent frapper à ma porte en m'apportant des retouches, donc c'est que quelque part voilà, au bout d'un an ça commence à prendre un peu. Je vous cache pas qu'il y a quelques mois avec mon conjoint on se posait la question si j'allais trouver éventuellement, pardon, on a été coupé un mi-temps, et là ça rejoint la question de est-ce que tu parviens à te dégager un salaire ou arrives-tu à te faire un salaire décent? Alors ça dépend ce qu'on appelle salaire décent ou un salaire tout court. Si on se base sur le minimum en France, non, j'en suis pas là, j'en suis loin. Je le savais en créant mon entreprise qu'il allait falloir du temps pour en arriver là et que peut-être j'en arriverai pas là. C'est pour ça que je me suis jamais mis de grosse pression parce que quand j'ai fait ce choix-là et qu'on a fait ce choix-là avec mon conjoint, hein, puisque on est deux finalement, et puis sans argent c'est compliqué, voilà, il n'y a pas de tabou. En fait, c'était un changement de vie. J'ai eu envie de vivre ma vie de maman aussi, de profiter de mon fils pendant qu'il était petit et pendant qu'il est petit. Et donc, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Je l'emmène à l'école tous les matins. Je vais le chercher. Je passe mes mercredis avec lui. C'est une vie différente de celle qu'on avait avant tous les trois, et cette qualité de vie a un coût, et ce coût fait que bah oui, on s'attendait à ce que je n'ai pas le même salaire en lançant mon entreprise que quand j'étais salariée. Voilà, tout simplement. Donc pour répondre à cette question-là, et puis vous me dites je te demande pas un chiffre, de toute façon je pourrais pas vous donner un chiffre puisque un mois ne fait pas l'autre. Par contre, je vous cache pas que depuis que j'ai mis en vente mes sacs à projet, je reprends du poil de la bête, on va dire, par rapport à mon entreprise, parce que vous me faites confiance, parce que du coup ça me refait prendre confiance aussi en moi, et ça c'est important, et puis parce que je fais réellement ce que j'aime, et c'est la création quoi, et donc je me dis bah, peut-être qu'il y a une petite porte qui s'ouvre vers cette possibilité de continuer mon activité et d'en faire uniquement de la création, ce qui moi me tient énormément à cœur. Et pour ça, encore une fois, c'est pas moi qui tiens toutes les ficelles, quoi. Voilà. Donc je croise les doigts et je vous en remercie déjà pour tout ce que vous m'offrez à l'heure actuelle. Voilà, tout ça, ça se réfléchit, c'est un cheminement. Et concernant mon activité, eh bien, voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Voilà, je me laisse porter et grâce à vous, j'ose espérer que ça puisse perdurer dans le temps. Alors arrives-tu à vivre de la vente d'ouvrages faits main? Bon bah du coup je pense que j'ai répondu à la question juste avant. Et est-ce que les clients ne sont pas trop exigeants? Alors cette question m'a beaucoup fait rire. Quand on vient du milieu de l'esthétique, on sait ce que c'est qu'un client exigeant. Et je crois que ça aussi, ça m'a gonflax. C'est que j'étais dans le milieu de l'esthétique. Alors j'ai jamais été esthéticienne cabine, donc à faire des soins, juste pendant des stages, mais vraiment j'étais plus en conseil. Et pendant la période de Covid, là où surtout à la réouverture, voilà, je vous raconte une anecdote. À la réouverture du magasin, on était en click and collect, c'est-à-dire que les gens ne rentraient pas dans le magasin, ils venaient juste se présenter au comptoir et puis on leur remettait leur commande. Voilà, donc j'étais plus conseillère là. Bon,
bref, déjà ça commençait à être... Enfin, moi ce que j'aime c'est le rapport avec la clientèle, j'aime discuter, enfin j'aime poser des questions, m'intéresser. Et là quand on me dit juste tu vas préparer des commandes et tu vas les remettre, alors certes on était dans l'obligation de faire ça, hein, mais déjà ça commençait un peu, enfin je me disais, enfin non, c'est pas ce que j'imaginais quoi. Et alors là, on ouvre le magasin pour la première journée de réouverture en click and collect et une personne arrive et me dit donc ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu, enfin que le magasin était fermé et elle me dit oh là là, mon parfum m'a tellement manqué. Et moi je me suis dit bah c'est bien de vendre du rêve, mais après les 3 mois qu'on vient de vivre, est-ce que ma place elle est là, vous voyez? Est-ce que j'ai envie d'entendre ça? Et est-ce que c'est pas un peu du vent finalement? Voilà. Alors, si votre passion c'est le parfum et tout ça, je peux que comprendre puisque ça a été mon cas aussi, mais quand on travaille dedans, c'est encore différent. Et donc tout ça pour dire des clientes exigeantes, bah forcément quand on est dans l'esthétique, on sait ce que c'est parce que non, je veux pas ce parfum-là, je veux que ça sente un peu plus ça, mais non. Et puis, bah, alors parfois, on nous parle comme des... Hein, voilà, quoi. Les couleurs de rouge à lèvres, s'il vous plaît, les couleurs de rouge à lèvres. Enfin là, les clientes exigeantes, un rose bleuté, si tu leur sors un rose bleuté, elles vont te dire que non, c'est pas le bon rose. Et puis finalement, elles vont t'emmener vers un rose framboise, qui n'est pas un rose bleuté, mais enfin voilà. Et donc ça, parfois, ça peut durer une demi-heure, voire plus. Et donc quand on se lance à son compte, on s'attend à avoir des clients exigeants. Eh bien, figurez-vous que depuis 1 an d'expérience en tant que couturière à mon compte chez moi, je n'ai jamais eu de clients exigeants. Et les seules personnes exigeantes à qui je fais de la retouche ou de la création, ce sont les personnes de ma famille qui se permettent en fait d'être exigeants parce qu'ils me connaissent. Voilà. Donc papa, si tu passes par là, d'ailleurs bon anniversaire puisque je tourne le 11 avril. Voilà. Mon père m'a demandé de lui faire une chemise. Je lui ai fait sa chemise. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est bien, c'est bien. Enfin, moi en même temps, j'aime bien et c'est important d'être un minimum exigeant. Mais tout ça pour dire non, franchement, j'ai que des clients adorables. Moi, je suis ravie, quoi, depuis que je suis installée là en tant que couturière. Alors, j'ai que des clients physiques adorables qui sont toujours très satisfaits des services que je leur propose. Et en virtuel, je sais pas comment on peut dire, les clients en ligne, donc vous en faites certainement partie, bah c'est pareil, quoi. C'est pareil. Et encore plus, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, vous n'avez pas cette barrière du physique, justement. Donc, vous pouvez vous permettre ça peut être dans les deux sens, hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est que de la bienveillance et même au-delà de la bienveillance. Donc, franchement, non. Et on peut être exigeant en étant bienveillant, hein, bien sûr. Enfin, voilà. Encore une fois, je m'échappe du chemin. Bah, c'était très long, hein, cette partie pro. Il nous reste la partie tricot encore. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions que l'on m'a posées. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie tricot passion. Alors, concernant le tricot, on m'a demandé, je prends les questions comme elles viennent, donc parfois je peux me répéter ou ce genre de choses. On m'a demandé, comment as-tu découvert le tricot en rond? Le tricot en rond, je l'ai découvert puisque j'ai commencé à dire, tiens, j'aimerais bien apprendre le tricot. Donc, je crochetais déjà. Et je me suis dit, j'aimerais bien apprendre le tricot. Et moi, ce que je voulais apprendre à tricoter, c'était des chaussettes. Et en fait, j'adore les livres, l'objet livre. Et donc, tu me laisses dans un espace culturel, je peux être 3 heures, ça me pose pas de problème, quoi. Tu me dis, j'ai une course à faire ou un rendez-vous, tu m'attends, je te laisse dans un espace culturel, je serai pas perdue, vous voyez. Je peux tout regarder, j'adore ça. Et donc, je regardais souvent les ouvrages concernant la couture. Et donc, au niveau du créatif,
on a la couture, le crochet, le tricot, le macramé. Hein. Donc je regardais un peu tous ces ouvrages. Et donc j'étais tombée à la base dans un espace culturel comme ça, j'étais tombée sur des livres de tricot où je regardais, je me disais mais moi je sais pas tricoter et oui donc je suis tombée sur ce livre, le tricot chaussette, apprendre le tricot chaussette, les chaussettes tricotées, je sais plus, bon bref et puis je l'ai pris en me disant tu verras bien. Et donc après j'ai commencé à aller sur YouTube, à regarder des podcasts tricot. Là je m'étais pas encore mis à tricoter, j'avais potassé un peu le livre et puis ça m'a donné envie. Donc je regardais des podcasts tricot sur des personnes qui tricotaient principalement des chaussettes et puis là ça m'a donné envie de me lancer dans ma première paire de chaussettes. Donc ce que j'ai fait, elle était pas parfaite, l'histoire vous la connaissez, etc. Donc quand on commence à regarder ensuite des vidéos qui parlent de tricot, on en regarde une et puis on tombe sur la chaîne d'une autre et ainsi de suite. Et puis on entend parler de Ravelry, donc du coup on s'intéresse un peu à Ravelry et au début j'ai juste créé mon compte et puis j'en ai rien fait quoi, je mettais rien dessus. Et puis après Instagram. Alors mon compte Instagram, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mon compte pro. Parce que la question ensuite c'est comment as-tu découvert donc le tricot en rond, Ravelry, le monde parallèle des tricoteuses, tricoteurs. Et donc sur Instagram, j'avais mon Insta de ligne de fil, donc pro, j'avais mon perso et j'avais à l'époque, ça s'appelait les petits coucous de Madou, où je partageais mes coutures perso. Et donc quand j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube il y a peu, en février, j'ai gardé ce même compte Insta parce que déjà 3 comptes, voilà. Et je l'ai renommé Deline Tricot comme là et j'ai commencé à suivre des personnes que je regardais sur YouTube et voilà comment j'ai connu tout ça. Je pense un peu comme vous finalement. Dites-moi si je me trompe, mais voilà. As-tu prévu d'aller à des salons laineux ou créatifs cette année? Prévu est un grand mot, je m'y intéresse, je me pose la question. Je vais pas en faire, si j'en fais un, je vais pas en faire 10 000. J'aimerais faire le Knitit. Sauf que c'est loin. Et alors de ce que j'ai regardé de chez moi, on est à genre 7 heures en voiture ou 5h30 en train. Je serais plutôt tentée par le train parce qu'au moins dans le train je peux tricoter. Mais j'ai bien envie de le faire. Alors avec ma tricopine avec qui on s'est rencontrés là au tricoté, j'ai commencé à planter la petite graine dans sa tête. Bon après elle sait pas si elle sera dispo à cette période ou pas. Moi je peux toujours me rendre dispo. Mais voilà, je trouve que ce serait plutôt sympa d'y aller à plusieurs. Parce que je suis quand même sacrément timide et que si j'en rencontre plusieurs d'entre vous, je sais pas trop si je serai à l'aise, alors que s'il y a quelqu'un que je connais avec moi, voilà. Et puis faire beaucoup de trains aussi, pourquoi pas. Y aller en voiture, je suis pas fan. Bon. Voilà, pour l'instant j'en sais rien, je vous retiendrai informé. Mon conjoint m'a dit si tu veux y aller, tu t'organises et t'y vas. Donc je sais que voilà, potentiellement c'est possible. Mais je sais pas encore. Je sais pas, j'aimerais. J'aimerais. Voilà, et puis après ça veut dire aussi trouver un logement sur place. Enfin c'est beaucoup de choses quoi. Donc j'en sais rien. Éventuellement, si vous faites partie de la région et que vous avez envie d'y aller, tenez-moi au courant. Pourquoi pas faire du covoit, vous voyez. Répartir les frais et puis partir ensemble, ça peut être sympa. Donc voilà, contactez-moi. Plus on est de fous, plus on rit, hein, vous l'aurez compris. Tu as appris à tricoter à l'occidentale ou à l'anglaise? J'ai appris à tricoter à l'anglaise. Je me suis essayée à l'occidentale. Je tricote beaucoup plus lâche et c'est pas instinctif pour moi du tout. Donc voilà. Et puis comme le tricot n'est pas une course, je tricote comme ça va le mieux et donc c'est à l'anglaise pour moi. Quels sont les prochains projets ou tes envies tricot, crochet, couture?
Alors, mes prochains projets tricot, ce sera... J'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que ce sera une... alors, si on compte pas ceux que j'ai déjà commencé... J'ai envie de dire que ce sera un petit papier que j'aurai pioché au sort de mes livres, justement, pour tricoter et me forcer à tricoter des projets de mes livres, des patrons de mes livres, parce que ça fait un moment que je vous en ai parlé, et puis je me laisse embarquer par là, et puis je le fais pas, donc ce serait quand même bien que je me lance là-dedans. Donc ça, ce sont mes projets. Ensuite, mes envies. Envie tricot, j'ai envie de le... Parce que projet, envie, c'est un peu pareil pour moi. C'est des choses qu'il faut que je fasse, quoi. Enfin, que j'ai envie de... Comment? C'est des choses que j'ai envie de faire. Si j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Donc ça ne devient pas des projets, finalement. Vous voyez, le cheminement. Donc on va plutôt faire les prochains projets. Et puis, mon goal ultime, enfin, c'est ce qui me fait très, très envie, mais que je n'oserais pas faire tout de suite. Et donc en tricot, c'est le patron, je vous le mets là aussi, c'est le Painting Honeycombs Jackets de Stephen West. Voilà, c'est fou, hein. Il y en a qui rêvent de châles de Stephen West et tout ça. Moi, mon goal ultime, ce serait vraiment d'arriver à me faire ça. Ça me fait rêver, mais de folie. Bon, je pense que c'est voilà, ça touche l'impossible pour moi, mais si j'y arrive un jour, ce serait vraiment génial, quoi. Bon, voilà, c'est le projet qui me fait rêver, on va dire ça comme ça. Ensuite, le prochain projet crochet, eh bien, ce sera une petite poupée Tutti Frutti de Lulu Compotine. J'en ai déjà fait 2, je regarde là parce qu'elles sont juste au-dessus. Et donc, j'aimerais bien en faire une 3e. Et... ce qui me fait rêver en crochet, c'est ce petit monsieur que je vous ai montré la semaine dernière, voilà, petit monsieur moustachu. Et en couture, alors les prochains projets couture, eh bien ce seront des sacs à projet ou des pochettes à aiguilles ou des étiquettes. Ça fait un moment que je vous ai pas fait d'étiquettes aussi pour les sacs à projet. Bon voilà, vous aurez compris que les prochains projets couture, ce sera ça. Et mes envies couture, c'est de me coudre 3 pantalons, tout simple, je pense, élastiqués, peut-être avec une poche sur le côté, dans des tissus que mes amis m'ont ramené d'Inde. Voilà, il y a 3 tissus que je leur ai demandé vraiment pour moi, pour me faire des pantalons pour cet été, et donc ça, j'aimerais bien me trouver le temps aussi pour me les faire. Alors là, vu le temps qu'il fait actuellement, je me dis, bon, ça va, c'est pas urgentissime, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me ferait vraiment envie de coudre. Alors, j'ai eu 2 questions qui se rejoignent. La première, c'est quel est le loisir que tu préfères entre le tricot, la couture et le crochet? Et la deuxième, c'est préfères-tu le tricot, le crochet, la couture? Fais un top 3 si tu n'arrives pas à choisir. Alors, oui, je vais faire un top 3 et c'est quand même pas évident. Parce que j'aime les 3, vraiment j'aime les 3. À la rigueur, le crochet, je le mettrai un peu en dessous parce que c'est ce que je fais de moins entre les 3. Par contre, entre la couture et le tricot, bah, c'est ce que je fais au quotidien. J'ai envie de placer la couture en... Alors, on parle pas de la couture travail, on parle de la couture passion, c'est-à-dire la couture perso, que je fais pour moi, pour mon fils, mon entourage. J'ai envie de le placer en premier parce que c'est ce que j'ai découvert en premier et c'est ce qui... Enfin, la couture a une réelle histoire pour moi et une réelle valeur. Voilà, j'ai grandi en fait dans un milieu de couturière sans m'en rendre compte en fait, parce qu'à la base moi j'étais pas du tout là-dedans, mais une fois qu'on est dedans, en tout cas moi, je me suis rendu compte que en fait j'avais baigné là-dedans depuis toute petite, quoi. L'autre jour j'ai eu un flash, je suis allée dans une mercerie, donc la mercerie La Rochelle, la mercerie de Pauline, et que je vous conseille d'ailleurs au passage.
Et puis j'y suis allée avec mon fils, c'est une petite boutique et donc il y a, vous savez, les meubles là avec toutes les bobines de fil et mon fils faisait comme ça avec les bobines de fil, donc en gros elle remonte et puis elle redescend et c'est vrai que c'est drôle. Et là j'ai vu mon fils, d'ailleurs Pauline m'a beaucoup fait rire parce que moi je lui disais bah arrête et elle m'a dit non mais il peut continuer, moi ça me fait rire. Et en fait en le voyant j'ai eu un flash de moi dans la mercerie de ma marraine, donc j'étais petite hein, dans la mercerie de ma marraine en train de faire la même chose et j'ai le souvenir que c'était super agréable comme sensation d'envoyer ces petites bobines de fil et qu'elles redescendent comme ça. Et là je me suis dit ah oui mais en fait déjà petite j'allais chez ma marraine après l'école qui avait sa mercerie et puis derrière elle avait son atelier, donc parfois j'étais là et je regardais toutes ces surjeteuses et ces grosses machines avec les fils qui bougeaient comme ça tout seul et tout ça. Bon voilà, donc j'ai baigné là-dedans. Ma sœur a été couturière aussi, avait fait une formation de couturière. L'autre jour elle me dit, elle est venue à la maison puis elle me dit j'ai un ourlet de pantalon à faire, donc je lui ai fait. Puis je lui dis si tu veux je te laisse ma place, tu sais peut-être mieux faire quoi. Et elle me dit en rigolant j'ai qu'un diplôme de plus que toi. Je crois qu'elle a son bac pro, je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble que ça équivaut à ça. Et donc voilà, donc elle n'est plus du tout couturière maintenant et ma maman était couturière aussi sur une partie de sa vie. Donc voilà, et j'ai fait beaucoup de couture avec ma maman aussi. Donc voilà, donc la couture, vous l'aurez compris, a une saveur toute particulière. Donc j'ai envie de dire la couture dans le top 1, en top 1. Ensuite, je mettrai donc le tricot parce que ce que j'aime dans le tricot, c'est le processus. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est méditatif, tout le monde le dit, mais vraiment, je pense qu'on ne le sait que quand on a essayé. C'est le fait de prendre du temps vraiment sur un projet et puis ensuite d'avoir la saveur, de pouvoir le porter, de l'admirer. Je veux dire, c'est quand même fou. À chaque fois, on part... Enfin, sur toutes ces choses créatives, moi, que ce soit la couture ou le tricot, ce qui me rend toujours dingue, quoi, c'est de me dire, à la base, je suis partie d'un carré de tissu, d'un rectangle de tissu, plus souvent, où je suis partie d'un fil... Et voilà ce que j'en ai fait. Enfin, le truc est quand même fou et ça vient de, enfin ça date pas d'hier quoi, mais c'est toujours autant impressionnant quoi. Donc voilà. Et puis ensuite je mettrai le crochet puisque le crochet bah c'est un peu la même chose mais c'est juste que j'en fais moins. Donc je le mets en 3e position. Mais j'adore tout ce qu'on peut faire au crochet. Mais juste j'ai moins d'expérience quoi. Donc forcément ce que j'ai fait c'est moins ouf que ce que j'ai fait en couture par exemple. As-tu déjà essayé d'autres activités comme la broderie? Oui, j'en parle dans une autre vidéo il me semble. Je me suis essayée à la broderie, au point de croix, dans d'autres activités quand j'étais plus jeune et Miss Manu au naturel en parle aussi. Je faisais des bijoux en perles, c'était la vague là des perles Swarovski il me semble. Enfin voilà, je faisais des bagues, des bracelets pour tout le monde. Et j'adorais faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait du diamond painting. J'ai toujours adoré. J'ai essayé de faire de l'aquarelle. J'ai fait beaucoup de coloriage aussi. Je vous mettrai, si je retrouve un peu plusieurs choses que j'ai créées, que j'ai faites, des photos, je vous les fais défiler en même temps. En fait, j'adore tout ce qui est créatif. Et mon goût pour ça, quand j'y réfléchis bien, je vous ai dit que j'ai déménagé, j'avais 8 ans et mes parents tenaient un commerce, donc ils étaient très pris et on habitait juste derrière le commerce, pour faire simple. Et donc il fallait que je m'occupe un peu seule. Et donc voilà, je lisais énormément. Alors à l'époque, je lisais des BD, des mangas et tout ça. Enfin, c'était une rente hein, pour mes parents quand même de m'acheter tout ça. Et puis les activités, les loisirs créatifs quoi.
je me mettais là-dedans, mais à fond, à fond, à fond. J'ai fait un nombre de pompons, mais incalculable. D'ailleurs, je suis tombée, si je vous retrouve, je suis tombée sur un compte Insta là d'une nana qui fait des pompons énormes, énormes. Bon, bref, voilà, j'ai eu plusieurs... En fait, dès que je vois une nouvelle passion qui me plaît, j'ai envie d'essayer. Et alors là, j'ai entendu parler Christelle d'Emaille et moi, du string art. Donc, c'est avec un petit fil style... bobine de fil de surjeteuse, quoi, enfin de ce qu'elle montre. Et donc, c'est sur un rond... Bon, allez voir sa vidéo, je vous la mets en barre d'infos, parce que franchement, dès que j'ai vu ça, je suis... Ça a un certain coût, mais vous voyez, je vous ai dit, mon anniversaire, c'est au mois d'août. Je suis en train de réfléchir éventuellement à faire un petit quelque chose comme ça, parce que franchement, bah, j'ai vu ça et je me suis dit, bah, je connais pas ça, j'aimerais bien essayer, c'est encore en rapport avec le fil. Bon, bref, voilà, donc je crois que je n'ai pas terminé de découvrir de nouvelles activités en rapport avec le fil. As-tu des personnes avec qui partager tes passions dans ton entourage? Eh bien non. La réponse est non, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que je suis en manque de ça en fait, tout simplement. Donc je vous l'ai dit, hein, avant je parlais beaucoup couture avec ma maman parce qu'elle s'y connaissait et qu'elle habitait vraiment à côté de chez moi. Je parle au passé malheureusement, puisque je vous l'ai dit, j'ai perdu ma maman. Et donc là, au plus proche de chez moi, dans mon entourage, enfin en tout cas mon environnement familial, j'ai mon fils, mon conjoint, mon papa. Et donc bah, je peux leur en parler un petit peu, mais enfin je vais pas rentrer dans les détails et puis ça les intéresse pas, quoi. Donc moi j'aime bien quand ils me parlent bricolage. Mais eux, quand je leur parle couture ou tricot, voilà, ils ont l'aimabilité quand même de m'écouter les 5 premières minutes. Et puis après, je sens que je parle un peu toute seule. Et puis ma sœur habite en Normandie, donc voilà, c'est pareil. Quand on s'appelle, c'est pas pour parler de ça. Donc merci à vous d'être présents pour échanger avec moi, parce que voilà. Et puis maintenant, j'ai découvert les tricotés, et puis j'ai des tricopines, et j'espère que ça va continuer. Ça fait un peu la nana, j'ai personne et tout. Bah ouais, mais bon, c'est aussi pour ça que je suis là sur cette chaîne de Line Tricot. Comment tu fais pour être aussi talentueuse? Alors, ça c'est une amie qui est venue me poser la question sur Instagram. Bon, j'ai beaucoup rigolé. Bah écoute, j'ai envie de te dire le talent, je ne sais pas. Je pense sérieusement, pour répondre sérieusement à cette question, puisqu'elle m'a été posée et peut-être que c'était très sérieux, je pense que tout le monde est talentueux. Il faut juste trouver dans quoi. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé, eh ben il faut y aller, quoi, à fond. Mais merci en tout cas, Alexandre, de m'avoir posé cette question, parce que je sais que derrière cette question se cache un compliment. Donc merci à toi. Combien de temps par jour peux-tu consacrer au tricot? C'est ultra aléatoire. Sur une journée classique, sans parler du week-end, parce que le week-end, parfois je peux ne tricoter que le soir, parfois dans la journée je peux aussi, s'offre à moi du temps, voilà, mais le week-end c'est jamais identique. Par contre en semaine, mon temps de tricot principalement c'est le soir, c'est-à-dire que je vous ai dit, moi au niveau des horaires je suis assez tac tac tac, à 19h on mange, à 19h30, 45 on a fini, à 20h c'est l'heure de l'histoire, à 21h grand max, mon conjoint et moi nous retrouvons, et lui a une, je sais pas si on peut appeler ça une passion, mais bon, il joue aux jeux vidéo. Et donc moi ça me laisse du temps pour tricoter. Donc à partir de là, c'est-à-dire que souvent de 21h à, suivant mon état de fatigue, mais ça peut aller jusqu'à minuit, je tricote. Voilà. Je ne me lève pas de bonne heure le matin, je ne suis pas du matin, voilà, donc c'est le soir où je tricote. Comment tu... non, c'est ça. De quel ouvrage es-tu la plus fière et pourquoi? Type de laine, rendu, modèle, difficulté surmontée, délai de réalisation. J'ai le sentiment
pas être ultra légitime pour répondre à cette question parce que j'ai pas beaucoup tricoté de gros projets. Je suis fière de tous les projets que j'ai réalisés jusqu'à présent. Même une paire de chaussettes à la vanille, j'en suis fière parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que je tricote. Donc à chaque fois que je termine un projet, vous allez me dire, genre, bon bref, hein, celles qui disent qu'on dit pas projet terminé, machin, bon... voilà, enfin, le principal c'est que vous me compreniez. Dès que je termine un tricot, j'en suis fière. Voilà, puisque sinon j'aurais pas été jusqu'au bout. Mais celui dont je suis le plus fière à l'heure actuelle, quand je le regarde, c'est mon châle saison, celui-ci. Parce que malgré le fait que la laine, voilà, vous avez été plusieurs d'ailleurs à me dire que vous aviez ces laines-là et que vous aviez eu aucun souci, donc peut-être que j'ai pas eu de chance sur les 2 écheveaux. Mais en tout cas, j'aime les coloris que j'ai choisis. J'ai aimé le processus, j'ai aimé la façon dont était écrit le patron. J'ai aimé le faire en cale grâce à Audrey qui avait lancé ce cale pour tricoter ce châle. J'ai aimé le voir terminer, le résultat final, et j'aime toujours autant le porter. Et quand je le porte, j'en suis fière. Donc je dirais ce châle. Eh bien, écoutez, alors attendez, le type de laine, donc c'était en laine fingering de la Gusto Wool. Le rendu, bon bah vous l'avez en photo ici. Les difficultés surmontées. C'était mon premier châle à 2 écheveaux et avec une dentelle aussi longue. Voilà, puisque les seules dentelles que j'avais fait auparavant, c'était sur une paire de chaussettes. Donc la grille était beaucoup moins... Enfin la grille, je sais pas si on peut appeler ça une grille, mais c'était beaucoup moins long et moins répétitif que sur ce châle-là. Donc pour les difficultés surmontées, je dirais ça. Et le délai de réalisation, j'ai dû mettre décembre, fin décembre je crois, et je l'ai terminé quand? Mi-février? Bon, je sais plus exactement, allez voir sur mon Ravelry si vous voulez la réponse. Eh bien écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si cette vidéo sera très pertinente. Si vous aimez pas le blabla, bravo d'être resté jusqu'ici. J'ai parlé beaucoup de moi. Enfin, c'était le but aussi d'une FAQ comme ça. Je sais pas si ça vous tente de... Voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, peut-être que je referai des petites sessions comme ça FAQ si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu du tout, dites-le moi aussi en commentaire parce que je recommencerai pas, tout simplement. Il faut bien faire quelque chose une fois pour voir si ça fonctionne, si ça plaît ou pas. En tout cas, moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo hors série, voilà, ça change un peu. Quand vous voyez cette vidéo-là, eh bien je serai de retour en France, donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi, pour un vlog où je vous partagerai, j'espère, un petit peu de mon voyage à Berlin, mais aussi de mes avancées tricot sur la semaine de mon retour en France. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.